Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Léo et Max. On se retrouve pour l'épisode 9 de Bleach. Bleach. Ça fait plaisir, on est content de vous retrouver, on va parler de pas mal de choses, on va revenir sur l'épisode. Sachez que ce n'est pas une chaîne Bleach, hein. Vous êtes évidemment sur la chaîne de Léo et Max, hein. Vous avez un peu les noms des deux personnes qui s'affichent. On n'est pas des experts Bleach, hein, puisque moi j'ai découvert le manga il y a 15 ans, hein, avec l'anime qui s'est terminé il y a 10 ans. Et Max, qui connaissait déjà la première saison de Bleach, a tout rattrapé cet été, donc il s'est fait l'intégralité. C'est plus frais dans son esprit évidemment, hein, vu qu'il a vu ça cet été. Mais voilà, parce que j'ai vu un ou deux commentaires un peu désobligeants, tu sais, en mode les gens ont le melon, etc. Heureusement, il y a toujours des amours et des commentaires magnifiques. De personnes qui m'ont demandé d'ailleurs de réexpliquer ce qui s'était passé dans la dernière review où on a parlé un peu du pouvoir de soin. Je parlais du pouvoir de soin pour soigner Byakuya et les autres, hein, qui n'a pas été utilisé, on les voyait à l'hôpital et tout ça. Alors il y a pas mal de personnes qui n'ont pas compris, puisqu'il y a une screen qui s'est glissée certes subrepticement dans le montage, hein. Max a fait le montage, il savait pas comment illustrer ce que je disais, puisque c'était dans ma tête à moi, c'était moi qui le disais, mais je pensais que vous qui êtes des experts de Bleach, en tout cas les quelques-uns qui ont commenté, vous auriez tout en tête pour par rapport au passage dont je parlais. Donc je parlais des pouvoirs de soins qu'on a vu maintes et maintes fois dans Bleach, avec la 4ème division notamment. Il y a Yamada Hanataro qui a utilisé des pouvoirs de soins. Je me demandais pourquoi on les avait pas vus, pourquoi on n'a pas vu Unohana Aretsu directement aller soigner Ichigo, Byakuya, Rukia, Renji, que sais-je. On les a vus dans un hosto. C'est de ça que je parlais. Et ensuite je parlais d'un autre pouvoir, celui notamment de Hachigen, qui avait utilisé une cage dorée, que du coup, bah oui, vous avez confondu avec le pouvoir de Inoue, mais Inoue était pas là, je rappelle, hein. Merci les gens qui m'ont dit bah Inoue elle est pas là, t'es bête ou quoi. Merci, hein, vraiment je savais pas, c'est pas comme si on faisait des reviews où on avait expliqué qu'elle était au Wekamundo, hein. Non, mais Hachigen il est où? Juste, je précise, c'est pas parce que j'ai mis la screen que pour moi elle y était, hein. Je voulais trouver une image qui illustrait, en tant qu'amateur de Bleach que je suis, encore une fois, ce sarcophage orange que t'as pas trouvé, ouais, bah après voilà, c'est pas grave, c'est pas grave, voilà. Mais il y a pas mal de personnes qui m'ont reproché le truc, alors que j'y suis pas rien, tu vois, ça m'énerve ça. Mais bon, c'est pas grave, au moins là on se comprend avec cette explication. Du coup, Hachigen est pas là et j'aurais aimé qu'on voit un pouvoir de soin comme ça qui est utilisé pour stabiliser les gens. Je rappelle quand même, les événements, c'était quand même l'arc avant l'arc Fullbring, hein. C'était il y a 2 arcs seulement, hein, normalement en manga. Vous avez vu, si vous connaissez Bleach, ce passage où Hiyori se fait couper, on va le remettre, voilà. De toute façon j'ai envoyé les scans à Max, donc il va pouvoir les utiliser. Hiyori qui se faisait couper en 2, il y avait Matsumoto qui se faisait prendre un bout là, il y avait Hinamori a été par terre, s'était fait transpercer, il y avait aussi même Hitsugaya qui était blessé. Plein de trucs comme ça. Donc les pouvoirs de soin on les a vus dans Bleach, les pouvoirs de stabiliser les corps également on les a vus dans Bleach, même si c'est un pouvoir avancé celui de Hachigen. Pourquoi il est pas là Hachigen? C'est tout des questions comme ça que je posais. Rien à voir avec Inoue, arrêtez de me parler d'Inoue, elle est pas là, ne me parlez pas d'un truc que j'ai pas parlé. En plus, si vous écoutez, j'en ai même pas parlé. Donc c'était juste pour resituer ça. Et outre cette petite introduction, juste pour voilà, un peu préciser les trucs, hein, qui ont potentiellement été mal comprises, je voulais également remercier Atsushi qui fait un travail formidable chaque semaine pour nous fournir un petit fichier avec la correspondance des chapitres par exemple, également le staff qu'on a et les références manga, puisque n'ayant pas lu l'arc en tout cas des Quincy, la grande guerre contre les Quincy, on ne sait pas ce qu'il y a avant de jeter un œil dans le manga sans se spoiler évidemment. Voilà. On espère que ça sera un petit peu plus clair et que les esprits un petit peu piquants, vous allez calmer vos ardeurs et vous dire ouais d'accord, ok, ah ouais. Ah, bah, surtout que c'était, franchement les premiers commentaires que j'ai vus c'était un peu du foutage de gueule, c'était les gens qui me reprochaient un truc que j'ai pas dit et qui justement n'avaient pas compris ou qui n'avaient du coup pas la mémoire de Bleach, ce qui est plus problématique de reprocher à quelqu'un le truc, mais c'est pas grave, je passe dessus, je vous en veux pas parce que dans un second temps les messages étaient franchement bienveillants, c'était en mode ah oui bah tu peux nous réexpliquer à la prochaine vidéo, etc. Ce qui a été fait là maintenant et qui nous permet du coup de débuter l'épisode. Épisode franchement je pensais qu'on allait voir, tu vois, Kyoraku un peu en dépression de la mort de Yamaji. On nous a dit dans les commentaires d'ailleurs que au-delà de le considérer comme un grand-père, il le considérait même carrément comme son père en fait, hein, Yamamoto.
Et c'est vrai qu'il est un peu dans cet état-là, je pense quand même, Kyoraku. Mais le silence qu'il a en début d'épisode lorsque Nanao toque à sa porte, c'est surtout parce qu'en fait, on lui donne une charge incroyable. On lui met une charge sur les épaules qui est quand même dans ces circonstances-là un peu compliquée pour lui, puisqu'il va devenir le nouveau général en chef des 13 divisions. C'est ouf. Je m'attendais pas à ça. L'épisode il débute comme ça, elle fait ouais, il sait Nanao, elle fait ouais, monsieur. Il fait ouais. Voilà, on va peut-être plus se voir en fait. Hein. Ok, bon, voilà. Et là on apprend, voilà, je suis nommé capitaine en chef. Je fais. Début d'épisode, il va y avoir beaucoup de révélations dans cet épisode. Et j'ai trouvé ça juste. Hein. Qu'est-ce que t'en as pensé toi ? Moi j'ai trouvé que le choix de Kyoraku était bien en fait. C'est-à-dire que ça lui donne enfin une charge, une responsabilité. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Parce que ça a toujours été le personnage un peu en dilettante, un peu nonchalant. Il nous était même présenté comme ça lors de l'arc Soul Society. Hein. C'était un peu le capitaine qui dormait sur les toits pendant qu'Ichigo et tout ça faisaient leur invasion, hein, je rappelle. Donc c'est une feignasse en fait. C'est un mec qui a énormément de talent, mais c'est pas un talent, c'est un talent brut en fait. Tu vois, je suis sûr il est pas à 100% de ce qu'il pourrait donner par rapport au fait, comme tu dis, qu'il a un caractère un peu c'est bon, laisse-moi dormir. C'est ça. D'ailleurs, c'était pas anodin qu'il soit confronté au numéro 1 des Espada. C'était totalement les deux mêmes personnalités qui s'opposaient en fait. C'est ça. Et là, opening. Voilà, opening. Bon, comme d'habitude, hein, un petit opening. Et puis, ça commence du coup très rapidement, après cet opening, avec Tenjiro Kininji, là, le fameux gars avec sa baguette, là, il fait qui gueule, mais comme un enfoiré sur Ichigo. Et il essaie de le noyer. Ce qui se fait pas, on rappelle, hein, il lui demande de rester la tête sous l'eau et compter jusqu'à 100. Mais apparemment c'est pour l'exercice, évidemment, pour qu'il se soigne. Mais c'est plus utile vu qu'Ichigo est déjà rétabli, on le voit. On voit en plus que Renji est aussi debout et qu'il arrive à résister au coup de poing de Kirinji, qui d'ailleurs s'est blessé lui-même contre Ichigo, ce con. Et puis directement on va nous propulser les deux encore dans un autre endroit. Et là je me suis retrouvé dans Senseiya, parce que je me suis dit attends, c'est des temples qui ressemblent un peu à des temples grecs, alors qu'on est dans une ambiance japonaise quand même. On est normalement, tu vois, on est quand même dans une inspi tout du moins traditionnelle japonaise. La Soul Society, le Kongai et tout ça, c'est très japonais, mais on est sur des temples vraiment qui font penser tout du moins à ce qu'on avait dans la Grèce antique, et on a un peu ce thème de passer d'un temple à l'autre qui me rappelle beaucoup Senseiya. Donc je me demande si Kubo s'est pas inspiré de ça. Ça ressemble quand même beaucoup, notamment la mise en garde de Kiryu par rapport au prochain temple où elle dit attention, il a créé les Zanpakuto et tout ça. Ça m'a fait penser à Mu du Bélier et Aldébaran du Taureau qui mettent en garde contre les prochains Goldsin, les prochains Chevaliers d'Or. Attention, celui-là est plus terrible encore, etc. Ça m'a fait penser à ça. Ouais, j'y ai pensé aussi, donc je pense que ça doit pas être. Si vous l'aviez lu, peut-être que vous avez pas eu cette même sensation, ou peut-être que c'est aussi fort dans le manga, je sais pas. Mais effectivement, l'ambiance est tout autre en fait, et ça se ressent. C'est pas plus mal dans le sens où c'est bien de se démarquer entre terre et ciel, mais c'est sûr qu'il y a d'énormes clins d'œil à ce niveau-là. Donc, bon, en tout cas, dites-nous ce que vous en pensez, ce que vous avez aimé, pas aimé, cette sensation, on va dire, d'inspiration, parce que rien n'est avéré. Et tu parlais du coup, effectivement, des deux petits lurons là qui sont guéris. Peut-être même bien plus que ce qu'on pense, hein, parce que notre fameux déglingué de la tête là, Kininji là, qui s'est blessé, il dit ouais putain, les deux là c'est des ouf, hein. Parce qu'en fait je sais plus comment ils s'appellent ces deux compères là, je sais plus, bref, qui sortent de la flotte, il leur fait c'est bon, ils sont partis pour sortir de l'eau et tout. Eux ils sont en train de souffrir. Ils sont en train de souffrir leur mère parce qu'apparemment trop de sources chaudes de guérison maltraitent et fait pourrir le corps en fait. Et les deux là, ils sont normaux. Voilà, leur corps a énormément tenu la cadence de cette guérison accélérée
Je dis, putain, les deux là, propre, surtout Ichigo là, cet enfoiré, il m'a fait un retour de bâton, il m'a fissuré le poignet. Ok. Et là, tu te dis, bon, on a bien compris pourquoi le roi, sa majesté, voilà, est en chien sur l'arrière-train de Monsieur Ichigo, quoi, on va dire. On va dire ça comme ça. Voilà. Ouais, sa majesté Sama. Pour l'instant, c'est du... Alors, outre effectivement mêler les univers comme ça et peut-être créer tu l'as dit, un monde céleste auquel on ne s'attendait pas pour du Bleach par rapport à ce qu'on avait vu jusqu'alors. Outre ça, qui est plutôt original, je trouve que c'est très classique. Alors, c'est pas pour faire un reproche, hein, mais si vous avez vu et lu beaucoup de mangas ou d'animés, et si vous avez vu Bleach déjà tous les arcs précédents qui sont encore frais dans votre esprit, bah vous vous dites je l'ai déjà vu un peu ça, hein. Notamment cette source chaude qui ressemble beaucoup d'ailleurs à ce qu'on avait vu chez Urahara lors de l'entraînement du Bankai d'Ichigo. Là, il s'améliore Ichigo, tu sens que oh là là, il a un potentiel de ouf, ça nous avait déjà été dit en fait. Voilà, t'as encore un autre personnage qui en fait le constat et tu te dis oh là là. Ouh là 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 là, je le savais déjà. Ça c'est Ichigo. Hein. Ichigo-sama. Ichigo-sama ne peut pas être blessé davantage. Par contre, grosse surprise pour moi, là il me faut une explication parce que alors je l'ai pas dans les notes, donc je vais requérir votre attention s'il vous plaît. Écoutez bien cette demande. L'Arc Soul Society. Aizen tue la chambre des 46, on est d'accord? Ouais, il les a tous décimés. Il avait fait éruption, il avait utilisé son Shikai qui a la capacité de tromper les gens, etc., de faire des illusions, etc., avec un faux corps, etc., de faire croire qu'il était mort et tout ça. Et on le voit en train de laver la chambre des 46, il y a même un duel. Tout ça, ce que je vous dis, c'est de tête, hein, c'est un truc d'il y a 15 ans, est-ce que vous vous rendez compte, hein, parce qu'il y en a, ils me prennent un peu pour un con. Je vous explique un peu. Bleach, ce que j'ai vu. Maintenant, vous allez pouvoir répondre à mes questions. Il y avait le duel même entre Hitsugaya et Aizen qui était dans cette chambre, il me semble, et Aizen l'avait one shot, alors que c'était la première fois qu'on voyait Hitsugaya quasiment à fond, en train de sortir son Bankai. La chambre des 46, pour moi, elle était morte. Donc je comprends pas, et c'est là où je veux votre explication, pourquoi dans cet épisode t'as Kyoraku, il arrive, il fait ouais donc j'ai été nommé général en chef et tout, c'est moi il dit, c'est moi il décide, et je veux deux Fukutaicho, je veux deux vice-capitaines, etc. Et t'as des gars de la chambre des 46, ok, jusque là d'accord, ok, ils ont peut-être été remplacés. Ils disent ouais non, pas question, ouais non. Et lui il répond bah si, parce que c'est vous qui avez donné la possibilité à tous les généraux en chef, ou en tout cas à Yamamoto, de décider de ce qu'il veut. Voilà, donc c'est moi qui décide en fait, et il leur dit. Donc s'ils ont donné cette possibilité, ça veut dire que ceux qui sont là actuellement, c'est ceux qui étaient là avant l'invasion d'Ichigo et tout ça. Ce qui est pas possible. Ce qui est pas possible, ils sont censés être morts. Aizen les a butés. Et autre chose, en plus de ça, il parle à un moment donné de Unohana Letsu, et il dit ouais, je veux qu'elle fasse un petit échange escrimal contre Zaraki et tout ça. À ce moment-là de l'épisode, on sait pas encore de quoi il s'agit, mais il révèle quand même qu'elle était le premier Kenpachi, ancienne capitaine de la division 11. Là, grosse révélation dans l'épisode, on va en revenir, hein, vous inquiétez pas, on va bien en parler. Mais à ce moment-là, il dit bien encore une fois que Kyoraku, c'est vous, hein, c'était vous qui aviez décidé ou qui avez validé sous Yamamoto un petit échange pour que Zaraki progresse. Pas possible, s'ils sont morts. Donc qui c'est ces gars-là? Qu'est-ce que c'est? Bah je pense qu'il faut pas trop se prendre la tête. C'est pas compliqué, hein. de ce que je me rappelle, Aizen il les a tous souillés. Yamamoto il a dû gérer leurs tâches momentanément. Et après, elle a été reformée, réassemblée. Donc ça peut pas être eux qui ont fait ces lois et qui ont validé les trucs à l'époque de Yamamoto et à l'époque où... vous, la chambre 46, au sens large, vous, vos ancêtres, vos précédents, vos vois pères, que ça. Vos frères, j'en sais rien. Ouais, je vois que ça, mais eux, du coup, ils y sont pour rien, en fait. Ah non, ils se font engueuler. Parce qu'il dit, ouais, c'est vous, c'est comme si un peu, ouais, c'est votre gouvernement. Bah non, c'était, à l'époque, on était dans un autre gouvernement, c'était d'autres gens. C'est sûr que ça aurait été plus précis de dire, vos prédécesseurs, ce sont eux qui ont. Voilà.
effectivement, là, il s'adresse à eux comme si c'était eux qui avaient pris les décisions connues. Mais au-delà de ça, ce qui me paraît bizarre, c'est la réaction des gars de la Chambre des 46. Ils sont vraiment véhéments, quoi. Ils sont opposés en mode non, c'est nous qui avons pris les décisions. Genre, oh, il nous met en déroute. Effectivement, on a. Ouais, après, tu devrais pas te sentir concerné, c'est pas toi qui as fait ça, donc. Ouais, je suis d'accord. Il y a peut-être un truc. Bon, mais ouais, si vous avez des réponses davantage que nous, allez-y. Hein, on attend que ça. Mais moi, je suis que c'est ça la demande. On est curieux par rapport à ça, effectivement. Et du coup, Unohana Letsu va entraîner Zalaki. On apprend du coup son vrai nom. Unohana Yachiru. Alors là, tic tac touc, il y a les lumières qui s'allument. On se dit Yachiru, donc comme la petite rose là. Donc ça veut dire qu'il a donné son nom à elle, à la petite en fait, Zalaki. Parce qu'il s'appelle Zalaki, mais Kenpachi c'est un statut en fait. C'était la première Kenpachi. C'est ouf. Hein. Ouais. Là on a The Revelation dans cet épisode. Tu dis d'accord. Ok. Je m'étais fait un peu spoiler parce que quand le Goté 13, les 13 sanguinaires a été dévoilé, on nous a dévoilé un peu les différentes, voilà, les différents personnages, les différentes personnalités peut-être. Et directement, j'avais vu quelque part qu'il était annoncé que Unohana Letsu en faisait partie à l'époque. Donc je m'étais fait spoiler ça. Et vu que c'est les 13 sanguinaires, excusez-moi, 13 sanguinaires, et qu'on les voit être justement très sanguinolents dans le flashback avec Genyu Usai quand il se souvient de son affrontement face à Yuhabara, bon, j'avais compris que à l'époque elle était sanguinaire, elle faisait pas les soins, elle faisait en sorte qu'il y ait des blessures plutôt. C'est un peu l'idée, ouais. C'est un peu l'idée. Bon, en tout cas, on va avoir un entraînement qui va se dessiner, on y reviendra juste après. Écoute, on retourne après du côté des deux zigotos, là, Ichigo et puis Lenji, qui est bien rétabli, hein. Les deux, ça y est, ils sont frais comme des gardons. Ah bah ils sont frais. Kon qui est là, apparemment, il se touchait sur l'intérieur de Ichigo. Ouais, d'ailleurs Kon qui nous fait une réapparition, je vous en avais parlé dans la dernière review, hein, grâce à la note d'Atsushi, on sait que dans le manga il avait une version musclée qu'on voit là dans cet épisode, elle nous est enfin montrée dans l'animé officiellement du coup, enfin officiellement le manga c'est plus officiel que, enfin les deux sont officiels, mais le manga c'est canon, c'est Kubo, mais là cette fois c'est mis en adaptation, sauf qu'ils ont quand même coupé quelques passages humoristiques. Bon, j'ai envie de dire, il y en a déjà pas mal. Hein. Toutes les scènes avec Lenji et Ichigo jusqu'à son introspection à Ichigo au milieu du repas là, c'est du comique. Hein. Ouais, heureusement qu'il y a son introspection, mais quand même le gars se pose des questions un peu cons. Heureusement que Lenji le remballe en mode qu'est-ce que tu me racontes, on devait se faire soigner, c'est un peu logique, on était blessé. Maintenant on mange pour reprendre des forces, c'est un peu logique parce que sinon on n'aura pas de force pour pouvoir s'entraîner. Et après on va s'entraîner. Et Ichigo il fait ah ouais putain t'as raison Lenji, putain ça te ressemble pas d'être aussi intelligent. Ouais, c'était ça. Hein. Ouais, c'était ça. Cette scène comique elle était bien, mais c'est tout ça quoi. Bon c'est là quand même que juste pour la blague on a Kiryu Kifune là qui les accueille et tout, et quand tu vois après la grande tablée tu te dis ah ils vont se mettre bien, mais c'est là que tu comprends à ce moment-là pourquoi Shinji il avait pas reconnu, tu vois. Bah parce que effectivement quand elle cuisine à fond les ballons, elle maigrit en fait. Voilà, elle consomme tellement de son énergie spirituelle qu'elle fond en fait. Big Mom la meuf. Donc elle passe de bonne maman, voilà, bien en chair qui fait à manger pour toute la famille, à une femme un peu plus sexy. Voilà, qui fait baver non pas par sa nourriture nos deux jeunes. Ah, tu penses qu'il bavait pour d'autres raisons? Ouais. J'ai pas pensé, mais effectivement, peut-être, je sais pas. Mais on a une révélation encore de fou avec elle, hein, Kiryu, là. Ils cachent tous quelque chose, de toute façon, les capitaines de la Division 0. Elle a créé les fameuses âmes artificielles, les Gikon. Donc on va avoir ça avec le corps, justement, de Kon, qui est là, donc c'est pas par hasard, à mon avis. Et elle explique que tous les membres de la Division 0, ils ont été nommés membres de la Division 0 parce que c'était des capitaines qui sont restés dans l'histoire de la Soul Society pour des faits d'armes, des créations qu'ils ont réussi à faire. Elle a créé les armes artificielles qui ont ensuite fait les Gikon et ensuite les Gigai, donc ça a amené des corps artificiels et tout ça. Et on a ensuite la présentation du prochain, hein, voilà, la fameuse mise en garde dont j'ai parlé tout à l'heure, Oetsu Ninamaya.
va faire plus simple que ça comme nom, qui apparemment aurait carrément créé les Zanpakuto. Donc le gars, il est au centre même de ce qui définit en fait tous les capitaines et même tous les Shinigami de la Soul Society. C'est ouf. Le Zanpakuto. Ça m'a bien intéressé en fait. Même si effectivement t'as le gros clin d'œil à la Senseiya, hein, on va pas revenir là-dessus. J'ai été intéressé de savoir que chacun des membres de la division 0 sont des capitaines qui ont marqué l'histoire et chacun a un gros truc. Elle, ok, tu te dis d'accord, elle a créé le Geekon. Putain, lui, il a créé les Zanpakuto. Et du coup, t'as envie de savoir pour celui d'après et tu comprends leur statut proche du roi en fait. Ils ont créé à la limite ce que sont les Shinigami quoi. Je trouvais ça incroyable en fait. C'est intéressant. C'est intéressant. C'est l'histoire de la Soul Society et c'est très intéressant. On enrichit un peu ça dans Bleach. Ça c'est le côté vraiment très bien avec cet arc. Enfin ce moment de l'arc, hein, j'entends un peu reprise, l'entraînement, les soins, tout ça. Parce qu'on enrichit effectivement les mystères qui entourent le palais royal, la Soul Society et tout ça. On a également aussi la précision d'Atsushi par rapport aux familles nobles dont on parlait dans la précédente review. On va être un peu plus pointu, plus exact par rapport à ça, grâce à ça. Elle nous dit donc qu'il y a 4 ou 5 familles nobles importantes. Donc comme je le présupposais, la famille Kuchiki. Du coup, ce qui expliquerait pourquoi Lukia et surtout Byakuya a été amené là, et Lenji, hein, du coup, qui est un peu le vice-capitaine. La famille Shiba, qui elle est tombée en disgrâce. Donc la famille Shiba, je rappelle, c'est la famille de Kukaku et de Ganju. Donc c'est pas n'importe quoi, surtout que elle nous parle d'un oncle dans l'épisode dernier, un Kukaku. Si jamais, comme je le pressens, l'oncle, c'est le père d'Ichigo, on n'est pas loin d'avoir un Ichigo famille noble. Voilà. Tombé en disgrâce certes, mais Ichigo famille noble, retenez ça, ça expliquerait pourquoi aussi le roi se touche. C'est la seule chose qui lui manque. Ouais, famille, c'est vrai parce qu'il a tout là, il est Kunchi maintenant. Il a tout, il manquait ça. Ouais. Famille Shihoin, Yoruichi est une famille noble, ce qui explique un peu mieux pour ceux qui l'auraient oublié, qui n'avaient des souvenirs que de ces passages-là, les passages entre Yoruichi et Byakuya, qu'elle appelle Byakuya Boy et qu'elle taquinait tout le temps. Elle est plus âgée que lui et à chaque fois, à l'entraînement, elle le prenait, etc. Et elle se foutait un peu de lui. Il y avait une relation très spéciale entre les deux, rappelez-vous. La famille Tsuna Yashiro, qui est présente dans les romans. On n'a pas lu les romans. Si vous avez des informations sur cette famille sans spoiler, on est preneur. Et enfin, une 5e dont le nom est encore un mystère. La famille de Rurichio, un Kasumio Oji qu'on voit dans les épisodes filler, est une famille d'un rang presque égal par contre. Voilà. Donc ça c'est super intéressant en tout cas d'avoir ça. Et pour revenir sur Maïté là, elle leur a donné à manger certes, mais elle leur a du coup placé une essence d'âme étrangère dans leur corps, ce qui va leur permettre normalement de devenir plus puissants. Voilà, et puis après ils se barrent direction la maison du créateur des Zanpakuto. Il n'y a pas que qui vont devenir plus puissants, puisque le petit échange d'armes qui doit avoir lieu entre Unohana Yachiru, du coup, vu qu'on découvre que c'est comme ça qu'elle s'appelle, et Zaraki, va conduire l'un des deux à la mort, normalement, en tout cas d'après Kyoraku, puisqu'il se retrouve dans la prison souterraine de Chuo, inspiré de la salle de l'esprit du temps, hein, clairement. C'est un endroit infini où ils peuvent s'entraîner tant qu'ils veulent, comme ils veulent, tout casser s'ils veulent. Pas de souci, c'est Dragon Ball, la salle de l'esprit du temps. Et on voit mode dark que les deux sont à fond. Et effectivement que Yachiru elle est en mode dark mais comme jamais. Je me suis dit alors là il a Kubo, il a du culot quand même. Certes, Unohana Aletsu on attendait depuis longtemps qu'elle combatte. C'était la division des soins et tout ça, d'accord. Mais on savait qu'elle était forte. Mais on savait pas à quel point on l'a placée peut-être sur les 13, je sais pas moi, 10e ou 9e, tu vois. Tu comprends que c'est une des plus balèzes. Zaraki il enlève son cache-œil directement. Il y a même une scène où on voit Yachiru, la Yachiru actuelle, hein, cheveux roses, qui voit son cache-œil, elle comprend tout. Elle fait « Oh, Ken-chan, oula, il va se battre à fond, il va peut-être mourir le gars. » Et de l'autre côté, il y a carrément Isane qui en pleure. Hein. Ah ouais. Alors est-ce qu'Isane était au courant? Ça, je sais pas. Est-ce qu'elle est au courant de tout le glorieux, entre grosses parenthèses, passé de Unohana? Je sais pas.
Je sais pas parce que est-ce que c'est pas dangereux pour elle de trop ébruiter sauf si après à partir d'une certaine période passée, d'une certaine confiance installée, elle peut se livrer et dire ok, Isane, j'ai confiance en toi, faut que je t'avoue quelque chose. Je sais pas parce que pourquoi elle se met à chialer comme ça, sauf si elle lui a juste dit si un jour tu ne me trouves plus et que voilà, il reste que tel truc ou tel truc, je risque de ne jamais revenir, parce qu'elle savait peut-être que ça allait être son destin. Là, ce qui se passe dans cet épisode, cet affrontement avec Zaraki, et du coup, bah là, elle constate que cette mise en garde s'avère vraie, et là, ça y est, c'est du factuel. Donc peut-être qu'elle pleure sur cette base-là et peut-être pas sur la base de vérité, Bah, elle pleure aussi parce qu'elle a le message. Ouais, c'est ça. Du coup, je sais pas. On n'a pas l'information, et si jamais on l'a eu et qu'on l'a manqué parce que on est censé le savoir, vu qu'on est censé être des experts sur le bout des doigts de Bleach, et bah dites-le nous avec gentillesse dans les commentaires. Voilà. Mais effectivement, une Ohana là-dessus là, une autre nana, hein, c'est pas du tout le même personnage. Bah, elle lui en veut sa mère. Franchement, on a une Ohana Letsu et on a une Ohana Yachiru. C'est vraiment pas le même personnage. Il a fait un switch Kubo, mais même dans l'interprétation de Aya Hisakawa, sa seiyuu, qui est l'actuel seiyuu de Bulma d'ailleurs. Tu sens qu'elle a dû créer un truc qu'elle avait pas avant, parce qu'elle a une façon de parler bien spéciale quand même, Unohana. Et elle a dû passer en mode dark là, un peu dans la darkness, ouais. Ah ouais, c'est pas simple. Ça sent le sang, hein. Ça sent l'hémoglobine quand elle parle. Ouais. Et ouais, bah ça se voit. Hein. Cicatrice, tu voulais en parler là, ils se l'ont fait mutuellement en fait. Hein. On comprend mieux pourquoi elle avait ses cheveux tressés sur le devant en fait, Unohana. Tu vois. Par contre, on parlait du changement de personnalité, mais même au-delà de ça, changement physique. Ouais. Parce que, outre la coupe de cheveux, enfin la coiffure, c'est le visage. Regardez les visages de Unohana à l'époque de l'Arc Society. Elle est j'ai employé un mot qui me ressemble pas, mais elle est délicieuse dans le sens, dans le sens, elle est gentille, elle est douce, elle est aimable. Tu sens qu'elle va t'apporter du soin, tu vois. Certes, elle parlait un peu à Isane, toujours en mode bon, Isane, fais gaffe, tu n'es pas à la hauteur de tes émotions. Elle nous l'a toujours fait ça. Ouais. Mais là, c'est un autre délire, mon gars. Là, c'est une froideur. C'est ça, elle passe du chaud humain où t'as envie de confier ta vie et tes soins à quelqu'un de très froid, sanguinaire, à qui tu confies pas grand chose en fait. Donc ouais, c'est une double personnalité très forte. Est-ce qu'elle s'est tout le temps cachée derrière ce visage de Unohana Letsu, ou est-ce qu'elle a fini par devenir un petit peu Letsu? Tu vois, c'est la question qu'il faudrait se poser, c'est ça, quoi. Très bonne question. Ouais, très bonne question. Moi, je pense qu'elle est devenue un petit peu, et par contre, on n'a pas la réponse sur pourquoi elle était Letsu et capitaine de la 4e division. Peut-être, supposition, théorie, j'ai pas lu la suite, que ça lui était infligé. Ouais, peut-être. Tu vois, les Kenpachi, normalement, on savait que Zaraki a battu le précédent Kenpachi, et il a pris sa place, il l'a tué, il a pris sa place. Mais du coup, les Kenpachi prennent la place les uns des autres lorsqu'ils se battent. Potentiellement, point d'interrogation. Cette phrase se terminer par un point d'interrogation. Est-ce que y a un truc comme ça là avec cet affrontement aussi? On voit que Zaraki, lui, admirait Yachiru Unohana, mais vraiment de ouf, hein, c'était la seule personne limite qu'il admirait. Il pleure et tout, oh putain et tout, t'es la seule qui m'a donné du fil à retordre et tout. Et je comprends mieux aussi pourquoi du coup il a appelé la petite Yachiru. Mais c'est un truc de ouf d'apprendre ça là maintenant, tu vois. Moi c'est génial. Moi j'ai bien aimé parce que c'est du background pour 2 Shinigami en même temps. C'est de la hype. Moi j'ai vraiment ça, c'est vraiment un truc que j'ai kiffé. Et je me suis dit ouais putain. Et puis tu vois Zaraki en PLS, c'est-à-dire il se fait transpercer sa gorge et tout. Tu te dis à ce moment-là, hein? Tu dis non, c'est pas déjà fini. Moi je me suis dit, mais c'était pas du tout ça du coup, mais je me suis dit, attends, est-ce qu'elle aurait pas utilisé, tu sais, son Shikai, normalement,
il me semble, permet de soigner également à Unohana. En tout cas, on avait ça dans l'arc Soul Society où elle arrivait, et d'ailleurs elle posait des... Rappelez-vous, quand Byakuya est alité, de l'autre côté t'as Inoue qui soigne Ichigo, mais t'as toute la division 4 qui vient avec des cubes aux quatre coins de Byakuya, si vous préférez, ça fait un rectangle, ou un carré, je sais plus, et il est placé dedans, et voilà, il est soigné avec de l'énergie, j'imagine, spirituelle et tout ça, ce que fait généralement la division 4, encore une fois, c'est pourquoi on l'a pas vu, hein. Et je me suis dit, peut-être qu'elle lui a glissé un truc, et elle va le transférer dans Zalaki, le coup dans la gorge, mais non, le gars a le haki de l'observation apparemment, il a vu un truc qui s'est pas passé, qui aurait pu se passer, mais il a bloqué le coup, j'ai été assez surpris, mais je me suis dit, Kubo quand même c'est un petit coquin, il s'est bien joué très certainement des lecteurs à l'époque qui ont dû croire un instant à la mort de Zalaki. Imaginez que le chapitre se soit terminé sur ça, je sais pas. D'ailleurs on couvre les chapitres 520 à 524, mais il n'y a que les chapitres 520 et 521 qui sont réellement couverts, puisqu'on a toute une portion des 522 et 523 qui ne le sont pas, puisqu'ils servaient à la présentation de Oetsu. Ils seront certainement amenés à être adaptés dans l'épisode prochain. Oetsu c'est le gars des katanas, donc voilà, petite précision de Atsushi qui fait du bien par rapport à ça. Du coup, Zalaki, on apprend qu'il devient plus fort à chaque fois qu'il frôle la mort comme les Saiyans. Donc c'est pour ça qu'il a frôlé la mort là avec Yachiru Unohana. Je me demande si vraiment en fait Zalaki, il m'a toujours fait penser Zalaki effectivement à une sorte de Saiyan, tu vois, une bête de féroce de combat, un peu à Broly. Et là en fait j'ai encore eu plus cette sensation, parce que effectivement à chaque fois qu'il frôle la mort il devient plus fort, c'est le concept des Saiyans. C'est un gars qui a une puissance démesurée sans maîtriser quoi que ce soit, tu vois. Il peine à maîtriser pas son ki, mais son énergie spirituelle, à tel point qu'il est obligé de se brider avec son cache-œil, au même titre que Broly, c'était le mécanisme qu'avait mis en place par la glace son père, etc. Je refais pas le film. Je me demande s'il n'y a pas une inspi de Kubo, en fait, en mode mon Zalaki c'est mon Broly à moi, tu vois. Et là, pour la première fois, il va peut-être apprendre à devoir canaliser sa puissance et la développer et la mettre au profit des autres. Et ça va peut-être donner naissance au Bankai de Zalaki qu'on attend tous depuis longtemps. Et vu que c'est le dernier arc, ça serait un peu logique, tu vois. En tout cas, il y a des dingueries qui vont arriver. Hein. Il est pas là pour rien. Kyoraku l'a pas mis là pour rien. Non. Je pense que il va faire du sale. Je pense qu'on n'est pas prêt pour ce qui peut arriver. Par contre, soit Kubo il tue Unohana, il peut la tuer puisqu'il vient de révéler que c'était Yachiru, que c'était celle que Zalaki admirait, et elle a fini son développement en quelque sorte. Elle soignait, mais après elle tue et puis finalement elle soigne. Enfin, elle guérit dans le sens où elle fait revivre Zalaki en développant sa puissance. Donc soit il peut la tuer là. Soit il y a aucun des deux qui meurt, parce que je vois absolument pas Zalaki mourir, il fait pas un entraînement pour mourir le gars, sinon ça sert à quoi. Donc soit les deux survivent, soit Unohana elle meurt et Zalaki devient plus puissant, mais en sachant contrôler parfaitement sa force, ce qui va du coup entérimer les inquiétudes de la chambre des 46 et donner raison à Kyoraku avec son premier ordre de général en chef. Voilà. Pour moi elle sera au seuil de la mort, mais elle va pas mourir. Genre il va savoir s'arrêter avant qu'elle ne meure, elle va tomber au sol, mais il va la récupérer sur elle et il va la ramener pour qu'elle se fasse soigner au bord de la mort. C'est comme si qu'il avait gagné, qu'elle soit morte ou qu'il lui reste 2% de vie, elle est morte. Sachant que là, pour l'instant, elle le domine largement. Donc déjà, Unohana Yachiru, en termes de level de capitaine, on est très haut, hein. Et Zalaki, s'il se développe encore, ça va être pas mal. Dites-nous, vous, qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode? Difficile d'imaginer ce qui va se passer ensuite, à part ce qu'on vient de dire. Franchement, il peut se passer plein de trucs. Surtout sur le truc des impactos, on va en découvrir davantage. Ouais, là, par contre, je vois venir, par contre, le truc lié aux impactos d'Ichigo qui est cassé, par contre, avec le gars. Ouais, oui, bah, il va trouver un truc. C'est lui qui les a créés, il va trouver un truc. Mais tu vois, j'ai pas envie de me prendre la tête à deviner des trucs, parce que là, j'aime les petites intrigues qu'on nous pose, et j'ai envie de les vivre, plus que de les deviner.
Voilà, vivre l'émancipation, le développement de Zaraki, vivre ce qu'on va apprendre des Impacto, etc. Et c'est des moments comme ça, je m'y attendais pas dans l'univers de Bleach et ça me ferait du bien de le découvrir plus que, tu vois, de le deviner, et malgré nous on trouve la solution et puis finalement on se dit ah merde. Ouais, bah je l'ai dit ça, ouais. Ah bah Léo il l'a dit ça, merde. Et du coup après c'est chiant parce qu'on profiterait pas du... Bon, ça dépend. On aime bien être surpris de toute manière. Vous, dites-nous si vous avez été surpris avec cet épisode. Il y a du classique, il y a de grosses surprises évidemment. À très vite en tout cas sur la chaîne 2. Léo et Max, on fait des bisous. À la prochaine. Ciao.